On dit que Benjamin a été grièvement blessé lors de cette attaque iranienne. Le missile Fatah a frappé le bureau de Benjamin Netanyahou, là où il se trouvait. Vous avez eu des échos, je crois. Son fils, on dit que son fils a été grièvement blessé. Son frère serait mort. Et je crois que c'est quelques jours après que le convoi du ministre de la Défense a été frappé. Et le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Sécurité, je crois, lui, il a été frappé chez lui à la maison. Benjamin Netanyahou, il y a beaucoup de choses qui se disaient sur son sujet. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il n'est pas mort? Est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'il n'est pas vivant? Donc, au regard de ces spéculations, au regard de ces interrogations, l'intelligence artificielle a été savamment, intelligemment, diaboliquement utilisée par le Mossad. Ils ont répliqué, moi je le dis avec des éléments factuels. Je ne suis pas en train de spéculer comme beaucoup de gens. Mais ici, j'espère que vous allez pouvoir entendre clairement ce que le monsieur dit. Parce que... Non, ça, c'est pas ce qu'on te demande. Donc, Benjamin Netanyahou, on a fait passer l'intelligence artificielle que vous avez tous vue. Le décor, je dis bien le décor, je commence par le décor. Parce que par la grâce de Dieu, quand vous faites la communication haut de gamme, vous faites les études à tous les niveaux. Le langage corporel, le langage audiovisuel, le langage environnemental, c'est-à-dire l'écosystème dans lequel vous produisez. Ce qui m'a surpris, premièrement, c'est le décor. Benjamin Netanyahou ne se présente jamais devant un tel décor. Je me posais la question, pourquoi c'est le décor? Ça, c'est un. Et c'était avec Zoom. Donc, on nous a fait croire qu'il a fait une conférence de presse avec Zoom où des journalistes posaient des questions. C'est mal connaître le Mossad. C'est mal connaître leur capacité de reproduire l'être humain avec l'intelligence artificielle au millimètre près. En temps de guerre, lorsque vous reconnaissez que votre chef a été tué par l'arme de l'ennemi ou de l'adversaire, psychologiquement, le peuple, c'est fini. Donc, vous gardez le flou jusqu'à ce que la guerre arrive à son terme. Soit vous capitulez, soit vous êtes battus, soit vous fuyez. Et Benjamin Netanyahou, on nous a présenté quelqu'un qui a parlé. Oui, c'est l'apparence de l'homme qu'on a vu. Je vais vous donner un exemple. Même en Afrique, il y avait des dictateurs qui avaient des doublures. Saddam Hussein avait des doublures. Saddam Hussein avait des doublures. Mugabe avait des doublures. Donc, c'est pas à cette époque de doublure là, si vous voulez, la technologie avec l'intelligence artificielle n'était pas poussée jusqu'à ce niveau. C'est pourquoi ils avaient des doublures. Et on faisait la chirurgie esthétique pour que la personne vous ressemble trait pour trait. La chirurgie esthétique. Et il vous serait difficile même de dire... je vous invite à aller regarder le film. Il y a un film qu'ils ont fait, Hitman. Je crois Hitman 47. On lui a demandé de tuer le président russe. Il a tué le président russe. C'est un tireur d'élite. Et après, dans le film, on dit, le président russe, on a tenté de le tuer, il n'a pas été tué, il est bien vivant. Le gars dit non, l'homme sur qui lui l'a tiré est bel et bien mort. Mais en fait, les gens voulaient tuer le vrai président qui voulait se rapprocher de l'Occident. Et la doublure qui a été faite trait pour trait au vrai président, la doublure est celui qui allait être la marionnette des oligarques qui allaient tirer sur les ficelles. Donc, ils ont fait tuer le vrai président, croyant pouvoir utiliser
l'a doublé comme leur marionnette. Et celui qui a tué là, comme c'est un tueur professionnel, il veut pas qu'on garde son nom. Il a poussé loin et il s'est rendu compte que le gars était une doublure. Et le gars a avoué que le président a été bel et bien tué, lui il a la doublure. C'était, tu pouvais pas identifier les deux qui est qui, tu peux pas. Donc Benjamin Netanyahu, nous sommes en temps de guerre, je vous en prie, et faisons beaucoup attention à ce que nous voyons. Et Benjamin Netanyahu, par rapport à ce que le monsieur est en train de nous dire, il y a de fortes probabilités parce que le monsieur, il est clair, il dit que Benjamin a été touché. Et le fait qu'il a été touché, il a voulu, si je ne m'abuse, il était sérieusement blessé, donc il a été embarqué et on a essayé de le soigner. Ils l'ont emmené un peu partout pour le soigner. Et c'est en Allemagne, je vais vous faire écouter ça. L'avion s'est posé à Berlin, il a été photographié, Benjamin Netanyahu a été amené dans un grand hôpital. On dit l'avion s'est posé à Berlin. Berlin est le seul pays, si tu veux, pas Berlin, mais l'Allemagne est le seul pays qui a accepté que l'avion de Benjamin... Rappelez-vous, je crois, j'avais fait une sortie, je ne sais pas si c'était lors de la première ou de la deuxième sortie, où je vous ai dit qu'il y a des pays qui ont refusé de recevoir l'avion de Benjamin Netanyahu, qu'il était dans les airs, il était dans l'avion, il était... Bon, on avait dit, nous on avait dit ça comme ça, mais on ne savait pas que le gars était touché et puis il était dans l'avion. Mais ce qui m'a étonné, puisque c'est leur allié qui est l'Amérique, pourquoi ils ne sont pas allés aux États-Unis? Parce que les paparazzis seraient prêts tout de suite à fuiter l'information. Mais ce que le monsieur dit là, c'est quand même... Berlin, où il a été admis en soins intensifs. Le 11 mars, il est décédé de ses blessures, mais aussi d'une erreur médicale qui, selon mes sources, qui sont des sources militaires et des sources allemandes civiles, ont provoqué sa mort. Donc je vous confirme l'intégralité de ces informations, c'est-à-dire la mort de Benjamin Netanyahu, le 11 mars à Berlin. Ça sera annoncé que le 15 mars, comme je vous l'ai dit, comme j'étais en train de vous l'expliquer, parce que le 15 mars, c'est la date de la mort de Jules César. Et pour les juifs messianistes, les sionistes religieux, plutôt que n'ont rien à voir avec les juifs, les sionistes religieux, alors, la mort... Donc, si on s'en tient à ce qu'il dit, lorsque son bunker, j'ai pas envie de dire sa résidence, son bunker, parce que son bunker est plus protégé que sa résidence. Donc, le bunker se trouve au centre de Tel Aviv. Tous les ministères ont leur propre bunker, et surtout la primature, puisque le Premier ministre. Donc, le bunker, quand il y a eu la frappe, parce que pour eux, ce qu'il faut pour eux, pourquoi il a été frappé? On aurait pu dire, mais Keïta, c'est quand même facile, frapper, tuer Benjamin Netanyahu comme ça, en pleine guerre. Oui, l'arrogance peut vous trahir. Ils ont tous cru, rappelez-vous de tout ce que Donald Trump est en train de dire maintenant. On a détruit l'Iran, on a fini avec l'Iran, l'Iran c'est fini, l'Iran c'est fini, l'Iran c'est fini, ils n'ont plus de vaisseaux, ils n'ont plus de bateaux, ils n'ont plus rien, ils n'ont plus rien. Et aujourd'hui, on va revenir sur ça. L'Iran a détruit 7 avions, ce qu'on appelle les avions cargo qui transportent le kérosène pour charger les F-35, les F-22, Raptor, les F-16, les F-18. Il y a un qui a été abattu en Irak et 5 ou 6 ont été détruits en Arabie Saoudite. Ils étaient sur le tarmac. Et là, c'est pas on dit, non. C'est le Pentagone même qui a confirmé que 5 avions ont été touchés. Mais ils ont minimisé les dégâts. Ils ont dit les avions n'ont pas été détruits. Mais vous savez, vous et moi, qu'un avion, on ne monte pas dedans comme ça. Même s'il y a une petite panne, l'avion est immobilisé. Même, à plus forte raison, un missile qui frappe un avion. Donc, en immobilisant au moins 6 à 7 avions,
l'Iran a gagné une première partie de la guerre. Pourquoi? Parce que personne au monde n'a fait aux États-Unis, aucun pays dans l'histoire de l'humanité n'a fait aux Américains ce que l'Iran fait aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai dit la grande victoire. Mais je viens, j'ai pas encore fini. Donc Benjamin Netanyahu a été frappé. Quand il a été frappé, il a été, évidemment, il n'y a pas un hôpital où on pouvait le soigner à Tel Aviv ou à Jérusalem. Puisque l'hôpital qui allait le recevoir allait être son dernier recours. Tous ceux qui étaient là-bas, tous allaient partir, soit en enfer, soit au repos éternel. Son avion a décollé, mais le monsieur qui parle, le voilà qui est là, j'ai un de mes administrateurs qui m'a envoyé ça. Merci, avion ravitaillé. Merci à toi, Madi. Voilà, il y a un autre ami qui m'a envoyé ça. Je crois qu'il y a deux ou trois personnes qui m'ont envoyé ça. Il y a Bachili qui m'a envoyé, il y a un ami Patrick qui m'a envoyé, et puis il y a un autre aussi qui m'a envoyé. Donc, mais moi, pourquoi je crois un peu, je peux me tromper. Je suis un être humain. Mais quand je mets les éléments ensemble, si Benjamin Netanyahu est celui que vous avez vu, si réellement il se portait, alors pourquoi avoir annulé la rencontre avec les envoyés de Donald Trump? Puisque c'est lui qui allait pousser Trump à engager cette guerre. Pourquoi refuser de recevoir les envoyés de Trump, qui étaient sur le point d'embarquer, parce qu'eux-mêmes ne savaient même pas que Benjamin avait un problème. L'avion était prêt. Le pilote était prêt, tout le monde était prêt. C'est au moment d'embarquer que les Israéliens appellent pour dire non, ce ne sera pas possible, le premier ministre ne pourra pas vous recevoir. Pourquoi? Pourquoi c'est à la dernière minute qu'il dit ça? Mais alors que nous savons très bien que lorsque deux chefs de guerre, deux chefs d'État, deux présidents coordonnent une action militaire, les deux restent toujours en communication et communiquent toujours dans la communication de Trump. Ce qui fait que, quand vous écoutez Trump, vous n'entendez plus Trump parler de... Trump sait que son frère, son ami, celui qui l'a poussé dans cette guerre, c'est tellement Trump sait qu'il a cassé la pipe. Donc quand Trump parle, il parle avec vraiment un minimum de retenue. Même si sa grande gueule, il parle toujours, mais il suppose... Ça, c'est des choses. Vous n'avez pas besoin de Keïta. Juste chacun peut réfléchir. Vous et moi, nous sommes partenaires. Mais pourquoi moi, je parle toujours, je parle, et puis je ne mentionne même pas votre nom, alors que c'est vous qui êtes venus pour qu'on soit partenaires dans l'affaire. Est-ce que vous-même, vous trouvez ça normal? Pourquoi Trump ne parle pas? Ça, c'est un. C'est Trump qu'on voit toujours parler, même dans son avion. Mais celui-même qui a initié la guerre en Israël, là, où il est? Si ce qu'on a vu, moi je ne parle que sur la base de mes propres observations pour confirmer ce que cet ancien colonel dit. Si ce qu'on nous a montré comme étant Benjamin Netanyahu, mais pourquoi, je répète, pourquoi il continue pas de parler? Pourquoi on ne voit pas Benjamin toujours, pourquoi on ne le voit plus? Parce que depuis qu'il a fait je vais vous montrer la vidéo, j'espère pouvoir vous montrer la vidéo. Depuis qu'il a fait cette apparition, on ne le voit plus. Donc ça laisse à désirer que réellement ce qu'on dit, est-ce qu'il n'y a pas une part de vérité dedans? C'est la question qu'on peut se poser. Est-ce qu'il n'y a pas une part de vérité dedans? Pourquoi est-ce qu'on ne le voit plus? Pourquoi parler et puis disparaître? Oui, le visage a été travaillé par l'intelligence artificielle. Le visage correspond effectivement au visage de Benjamin Netanyahu. La voix, c'est la voix de Benjamin Netanyahu. La question, est-ce que c'est Benjamin Netanyahu vivant? C'est la question. Parce que vous sortez, vous parlez et puis vous disparaissez. Salut à toi, Sor. Alors, je suis en train de chercher la vidéo de Benjamin Netanyahu pour vous montrer, là, sur l'écran. Bon, voilà, j'ai trouvé une première partie. Je vais revenir encore, je vais pousser plus loin. Alors, si il est vraiment... Ok, ça y est là, j'ai trouvé. Ok. Even now, it can be said with certainty. This is... Mais je vais faire passer ça ici maintenant. Je vais vous faire regarder ça.
Ok, on va regarder. Even now, it can be said with certainty, this is no longer the same Iran. This is no longer the... Alors, vous voyez, le décor dont je voulais vous parler, c'est ce décor-là. Le bleu derrière. Benjamin Netanyahu, depuis que je le connais, n'a jamais parlé derrière un rideau comme ça. Ça, c'est moi. Et c'est le visage de l'homme qui est là. C'est la voix de l'homme qui est là. Entre lui et nous, là, c'est la technologie. Entre lui et nous, c'est la technologie. Entre vous et moi, il y a deux choses. La technologie et puis Keïta vivant. Je crois que c'était hier ou avant-hier, il y a quelqu'un qui m'a vu, il dit, c'est pas vrai. Il dit, je pensais pas que tu étais là. Elle était tellement content. Il est descendu sur sa moto. Parce qu'il m'a vu. Il n'est pas le seul. Il est descendu, même aujourd'hui encore, c'était avec, vous êtes vraiment là. Il dit, oui, je suis là. Mais ton pays est en guerre. Ton pays, tu as initié une guerre où on est en train de tuer les gens. Le minimum. On a vu le président Goïta, le ministre Sadio Kamara, on a vu le capitaine Ibrahim, on a vu le général Tali se déplacer, aller dans les hôpitaux, rendre visite à ceux qui sont malades, blessés. Est-ce que vous allez me dire qu'aucun soldat israélien n'a été blessé dans cette guerre? Et comment le chef suprême des armées ne va pas voir des soldats israéliens blessés? Non. Le même Benjamin Netanyahu, quelques années en arrière, serait en train de se pavaner dans les hôpitaux entre les lits des malades, c'est-à-dire des militaires israéliens blessés. Mais on ne voit rien de tout ça. On ne voit rien de tout ça. Après ça, il a disparu complètement. Après avoir tenu ces propos-là, il a disparu. Mais alors que, regardez-le bien, il se porte très bien, il n'y a rien. Mais pourquoi il a refusé de recevoir les envoyés de Trump? Trump, son partenaire de crime. Pourquoi il a refusé de recevoir les envoyés de Trump? C'est la question qu'on doit se poser. Pourquoi il a refusé de recevoir les envoyés de Trump? Pourquoi? Pourquoi? Posons-nous, c'est une question simple. Pourquoi? On le voit bien portant ici. Mais les journalistes idiots qui sont aux États-Unis, là, les imbéciles, là, pourquoi ils n'ont pas posé la question à Trump? Mais attendez, on a appris que vos envoyés devaient aller en Israël, mais on a vu Benjamin en parler. Est-ce que vous parlez avec Benjamin au téléphone? Mais tu poses cette question jusqu'à ta mort, tu n'as pas posé la question deuxième fois encore. J'aurais pu poser la... Il peut... J'ai dit, c'est le visage, là. Attention, ne vous amusez pas à le poser. Le Mossad peut me reproduire avec les mêmes gestes, le même visage, la même voix, les mêmes habits que vous connaissez. Le Mossad peut reproduire ça en intelligence artificielle. Vous allez dire que c'est moi. Ils vont me montrer en Israël, là. Vous allez dire que c'est moi. Je vous en prie, ne sous-estimez pas les capacités des hommes. Ne sous-estimez pas l'intelligence humaine. Et le Mossad a poussé l'intelligence humaine jusqu'à un certain niveau. Donc, lui, c'est Benjamin qui est là. C'est sa voix que vous entendez. C'est son visage que vous voyez. C'est sa cravate. C'est comme ça qu'il attache sa cravate. Tout ça, c'est parfait. Mais pourquoi il n'a pas reçu les envoyés de Trump? Moi, c'est ça. Parce que Trump, nous, on le déteste. On ne l'aime pas. Faut pas se blaguer. On ne l'aime pas. Mais lui, c'est lui qui a pris l'avion pour aller voir Trump pour dire il faut faire la guerre tout de suite. On a suivi ça. Mais alors, si tu lances une guerre, mais non, on ne te voit plus. Tu sors, on ne te voit plus. Parce que tel qu'on le connaît, il a la grande gueule, on allait l'entendre dire « J'ai parlé avec Trump, j'ai parlé avec Trump, on a décidé ceci, à tel niveau ». Mais ni lui ni Trump aujourd'hui, personne ne connaît l'issue de la guerre. Et Trump est très énervé à son niveau parce que Trump dit qu'il a été trahi. Trump, tu n'as pas été trahi. Tu n'as pas écouté les conseils. Tu n'as pas été trahi. Ils t'ont dit de ne pas aller. Mais Trump s'est laissé manipuler. Trump s'est laissé manipuler par la puissance de feu américaine. Faut pas se blaguer. À part la Russie et la Chine,
Aucun pays sur la terre des hommes ne peut prétendre rivaliser avec la puissance américaine. Ça, c'est un. Donc, mais attention, hein, je parle de la puissance de feu. Vous pouvez avoir la puissance de feu et ne jamais gagner une guerre, parce que les Américains, les exemples sont là. Quelles sont les guerres que les Américains ont gagnées? Donc, Benjamin Netanyahu, s'il est vivant, je répète, pourquoi n'avoir pas accepté de rencontrer les envoyés de Trump? Pourquoi, à la dernière minute, annuler la rencontre avec les envoyés de Trump? Pourquoi Trump prend son téléphone, parle pendant plus d'une heure de temps à Vladimir Poutine, et que le monde sait que Trump a parlé à Poutine? Mais pourquoi le monde ne nous parle pas que Trump et Benjamin Netanyahu sont en train de communiquer? Et pourtant, c'est lui qui a pris l'avion pour aller aux États-Unis. Il lui dit, il faut faire la guerre. C'est lui qui est parti avec son classeur, le même classeur qu'il a depuis 20 ans, où il dit, l'Iran est sur le point d'avoir l'arme nucléaire dans 2 semaines. C'est le même classeur. Vous savez, cette humiliation, elle est énorme par rapport à Israël. Israël est perdu. Israël est confus. Israël se pose la question, qu'est-ce qui ne marche pas? Israël est en train de tirer les leçons en disant, pourquoi on s'est laissé manipuler par Benjamin Netanyahu? Israël aujourd'hui pleure et dit que nous avons sous-estimé les capacités iraniennes. Mais je m'arrête encore un instant. On va vous montrer Téhéran rasé. Ça, c'est vrai. Des buildings KO, les immeubles tombés. Ça, c'est vrai. On nous parle de 1500, 1600, peut-être à peu près 2000 morts. C'est possible. Mais l'Iran a dit quelque chose que vous devez retenir pour toujours. Nous sommes prêts à payer le prix. Est-ce que vous êtes prêts à payer le même prix que nous? C'est la question que vous devez... Aujourd'hui, Dubaï, même aujourd'hui, Dubaï, c'est compliqué. Si on vous dit combien d'argent a été retiré de Dubaï, des banques des Émirats Arabes Unis, si on vous donne le chiffre, vous allez avoir le vertige. Qu'est-ce que les investisseurs disent? Ils disent, on pensait que c'était un Eldorado, un pays de paix, mais on ne savait pas que les missiles allaient siffler au-dessus de notre argent. Je vous ai toujours dit, les Américains disent, l'argent n'aime pas le bruit. Et les gens ont retiré, ils ont commencé, je ne sais pas jusqu'à quel niveau, mais ils ont commencé à retirer. Et tout le monde dit que Dubaï est le plus gros, enfin je dis Dubaï, hein, mais les Émirats Arabes Unis sont plus perdants que tout le monde. Parce qu'ils ont réussi leur développement économique sur la base, d'abord quel que soit l'argent que vous avez, il n'y a pas de taxes là-bas. Vous ne payez rien sur votre argent. Il n'y a pas de taxes à payer, rien. Et les investissements, c'est des facilités énormes. Donc alors imaginez que les gens viennent retirer leurs capitaux. Les gens commencent à retirer leur argent, ils retirent. Et c'est ça qui fait aujourd'hui que Dubaï est en train de perdre. Et le Dubaï est en train de pleurer. Et c'est là que les milliardaires, ils sont... Parce que le problème, c'est quoi? L'Iran, en frappant ces pays, Qatar, Bahreïn, Dubaï, Koweït, Arabie Saoudite et autres, en frappant ces pays, il envoie un message aux partenaires économiques de ces pays-là. Il envoie un message aux milliardaires de ces pays, qui eux-mêmes envoient un message à leurs dirigeants. La question que tous posent, c'est quoi? Mais tu as signé un accord avec les Américains, non? Le pays, mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu au point où il y a un milliardaire, je crois, saoudien, qui a dit à Donald, il a insulté Donald Trump. Il dit, avant de commencer ta guerre, est-ce que tu nous as consultés? Parce que maintenant, ça aussi, ce sera un élément qu'on va développer pendant le direct. L'Amérique qui a insulté l'Angleterre, la France, pour dire qu'on a besoin de personnes, a déjà gagné la guerre.
Aujourd'hui, il est en train de demander pardon. Trump est en train de demander pardon aux gens qui venaient l'aider. Mais la guerre, attention, la fermeture du Détroit, on n'a pas encore fini. On n'est qu'en moitié. Donc, si vos forfaits, là, vous avez vos forfaits qui augmenter votre forfait, il ne faut pas ça finir. Parce que la bonne partie n'est pas encore finie. Je vais juste ouvrir une petite parenthèse pour vous. Donald Trump a pleuré. Il dit aux Iraniens, il dit, attendez, ne vous fâchez pas. Oui, c'est vrai, j'ai dit, j'ai frappé. Il y a une île où se trouvent les champs pétroliers gaziers de l'Iran. Il dit, il va bombarder. Ils ont dit, si tu bombardes, on va mettre le Golfe en feu. Tous les champs pétroliers gaziers, on va tout détruire. Tout sans exception. Mais comme il a fait la grande gueule, maintenant, ils sont allés taper là-bas. Et quand ils ont fini, il dit, pop, rapidement, il dit, bon, je viens annoncer la grande puissance américaine. On a frappé, mais il dit, attendez, on n'a pas frappé comme vous pensez. Il dit, Iran. Parce que le guide qui est là-bas, c'est un fou. Il dit, on n'a pas touché à votre pétrole. Hein. C'est vos systèmes de défense là seulement qu'on a pulvérisé. Sinon, votre pétrole, vos trucs là, tout est là-bas. On n'a rien touché. Donc, pardonnez. Ne frappez pas. Mais moi, je ne peux pas imaginer qu'un président américain puisse sortir ça de sa bouche. J'ai écouté, j'essaie ici. Le tweet qu'il a fait sur son truc là, sur sa plateforme Truth là. C'est ce qu'il a dit. Il dit, Iraniens, pardonnez, on n'a pas touché à vos pétroles, pardonnez. On a frappé pour vous dire que si vous n'ouvrez pas le Détroit, on va toucher. Les gens disent que Trump, même si tu es saoulé comment, là, même si un seul missile tombe à côté d'un champ pétrolier, on va raser tout le Golfe. Mais en réalité, ce que vous devez retenir, je vous en prie, c'est que l'Amérique aujourd'hui, soyons honnêtes, l'Amérique, dans cette guerre, l'Amérique a beaucoup perdu. Je dis bien beaucoup, l'Amérique a beaucoup perdu. Mais, on va continuer. Donc, Benjamin Netanyahu, chacun peut se poser cette question. Pourquoi il ne communique pas avec le président Trump s'il n'est pas mort, s'il n'est pas gravement blessé? Soit il est mort, soit il est gravement blessé. Et ça, c'est un mensonge. Si ce n'est pas le cas, pourquoi il ne communique pas avec Trump? Pourquoi il n'appelle pas Trump? Trump a le temps de parler avec Poutine. Il a le temps de parler avec, comment on appelle ça, les leaders les monarques du Golfe, mais pas avec son partenaire de crime. Vous avez vu ça où? Depuis quand vous avez vu ça? Il parle avec tout le monde, mais il ne parle pas avec Benjamin Netanyahu. Et s'il n'est pas mort ou il n'est pas gravement blessé, pourquoi il fait cette apparition et puis après on ne voit plus rien? Pourquoi il ne va pas rendre visite aux personnes blessées dans les hôpitaux? Pourquoi? Pourquoi et pourquoi? Pourquoi et pourquoi il ne va pas voir les soldats israéliens blessés dans les hôpitaux militaires? Le chef suprême des armées va rendre visite à ces soldats quand ils sont blessés dans une guerre qu'il a lui-même ordonnée. Mais il ne va pas. Chacun peut réfléchir à ce niveau. Chacun peut se poser légitimement toutes ces questions. Pourquoi il ne va pas rendre visite aux malades dans les hôpitaux? Pourquoi il ne va pas voir les dégâts qui ont été causés sur les bâtiments administratifs, les ministères qui ont été attaqués? Pourquoi il ne va pas là-bas? Pourquoi il ne rassure pas la population israélienne en sortant et visiter les sites qui ont été frappés par les missiles iraniens? Mes amis, détrompez-vous. Nous ne sommes pas pauvres comme on veut nous faire croire. Il faut juste avoir le courage, la ténacité, la volonté, l'engagement et la détermination. J'ai pas envie de dire la résilience du peuple iranien. Le peuple iranien est prêt à payer un lourd tribut pour ça.
Et déjà, il a commencé à payer beaucoup trop d'ailleurs. Beaucoup de sang ont coulé. C'est pourquoi le guide iranien, il a été clair. Tous les sangs versés seront vengés. Il n'y aura pas d'accord tant que nous ne serons pas satisfaits de l'issue de la guerre. Et Trump, maintenant, il cherche solution. Mais ce qui est intéressant, ce que je voulais vous dire, qui est intéressant, les Iraniens ont dit, le président indien, le premier ministre, le premier ministre indien, Modi a appelé le guide avec l'ambassadeur d'Iran en Inde. Il dit, mon peuple là, il dit, Mojtaba, il dit, moi je fais 1 milliard, à peu près 1 milliard 200. Mojtaba, si tu sais combien ça, après, comment gérer plus d'1 milliard de personnes. Mojtaba dit, oui, j'ai écouté, mais toi tu as donné la position de nos bateaux et puis les Américains ont frappé nos marins, alors qu'ils venaient d'un exercice militaire que tu nous avais demandé de participer. Il dit, ah, Mojtaba, je pleure les Iraniens, je te demande pardon. Je présente mes condoléances. Je vous dis exactement ce qui s'est passé. Il dit, je te demande pardon. Si tu ne me laisses pas passer mes bateaux, je suis mort. Ce sera la guerre civile. Mojtaba parle avec le président et le ministre des Affaires étrangères, avec le ministre de l'économie et des finances, le ministre du transport, avec les gardiens de la révolution. Donc, hier, ils ont permis, je crois, c'était deux tankers, les bateaux, on dirait des villes, c'était chargé de pétrole brut indien. Donc, ils ont donné l'ordre que ces 2 bateaux-là passent. Je crois que c'était 2. C'est pas seulement 2, mais tous les bateaux indiens et chinois passeront. Tous les bateaux chinois et indiens ne seront pas arrêtés. Ils vont les laisser. Je crois que c'est les 2 que je sais. Il peut y avoir d'autres, mais c'est les 2 que je sais. Donc, Modi était tellement content, jusqu'on a vu les Indiens là danser dans la rue. Je crois que c'était l'ambassadeur iranien. Les gens couraient comme ça pour applaudir parce que ils savaient pas comment, si les 2 bateaux n'arrivaient pas à temps. Parce que Modi a dit, si les 2 bateaux ne rentrent pas ce samedi, on est toujours samedi, non? Hein? Oui. Il dit, si les 2 bateaux ne rentrent pas samedi, lui, il perd le contrôle de son pays. Et l'Iran a fait passer les 2 bateaux indiens qui étaient bloqués. Mais c'est pas seulement, c'est pas vrai. C'est beaucoup, hein. Les bateaux qui sont bloqués, c'est énorme. C'est énorme. Mais voilà ce que Trump dit. Trump dit aux capitaines des bateaux, ne soyez pas des lâches. Ça, c'est pas moi, c'est Trump. Il dit, ne soyez pas des lâches, soyez des patriotes, traversez, rien ne va vous arriver. Hey. Vous savez combien de bateaux qui ont été liquidés avec carburant? Combien de bateaux? Moi, la dernière fois, je disais 3, c'est pas 3. C'est plus que ça. Tous ceux qui ont écouté la parole de Trump et puis sont allés, ils ont allumé tous les bateaux. Mais là, ce qui s'est passé, il y a les grands patrons, les propriétaires des gros navires là. J'ai vu le gars j'oublie la compagnie. Il dit, lui, il s'en fout de la parole de Trump. S'ils n'ont pas eu sécurité, aucun de ces navires et il ne va pas mettre en danger, la vie de son équipage, et puis 2, les biens des gens, et 3, ces bateaux, ces conteneurs, il ne le fera pas parce que Trump l'a dit. Alors, mais vous savez que le marché mondial, bon, en fait, c'est un peu compliqué souvent quand on parle de cette guerre, les gens, il y a des éléments qui échappent. L'Iran a volontairement ciblé les pays qui tiennent l'économie mondiale en main. Vous voyez, les Européens qui ont la grande gueule, ils disent, on va former une coalition pour quand vous dites, aidez-moi les bons français, je vous en prie, pour convoyer, c'est ça? Escorter, voilà. On va escorter les navires qui sont chargés de... Parce que vous savez que le port de Dubaï, tout va là-bas, hein?
tout descend là-bas, et à partir de là-bas, ça va dans différentes parties du monde. Ils disent, l'Iran dit, je suis pas pressé. Si vous êtes garçon là, venez et puis traversez le détroit, on va voir. 5 bateaux, ok, merci. Et si vous êtes garçon là, traversez le détroit, on va voir. Si vous êtes garçon, venez convoyer et puis faites passer, on va voir. Ben là, ils se sont repliés. Ils disent, ah, c'est trop. Bah, en fait, Israël, je dis Israël, l'Iran a fait exprès. Vous savez, cette guerre, ne la voyez pas seulement comme la guerre d'Israël avec l'Iran, ou les États-Unis avec l'Iran. Appliquez cette guerre, cette logique de la guerre iranienne dans votre vie, votre quotidien. C'est-à-dire que il y a toujours une possibilité. Regardez toujours ceux qui sont en face de vous. Vous pouvez exploiter. Quand je dis exploiter, c'est pas escroquer, non. Quand quelqu'un veut montrer qu'il vaut mieux que vous, il est ceci, il est cela, ne vous laissez pas guider par les émotions. Ça, c'est vraiment fondamental. Prenez le temps, regardez la personne. Pendant qu'elle crie, elle jacaille, vous voyez tout de suite les points faibles de la personne. Et vous savez que si vous appuyez ce bouton-là, elle va se mettre à hurler, à crier dans tous les sens. Cette guerre n'est pas seulement une guerre entre puissances, tous ces autres. C'est une leçon de vie. Comment la première puissance militaire au monde croit qu'elle est tellement forte, elle veut imposer sa volonté à un État qui est dans un droit. Ça, c'est un. Quelqu'un qui passe sa vie à mentir sur vous, à mentir sur vous, à mentir sur vous, croyant détruire votre crédibilité, croyant vous déstabiliser, croyant vous isoler. Ne regardez pas les cris, les piaillements, ou bien comme on dit, la personne jacaille, crie, blabla. Vous ne regardez pas ça. Dans votre petit coin, mettez-vous au point. Le jour que vous serez en confrontation, la personne va découvrir une autre personne de vous qu'elle n'a jamais imaginé. Et c'est ce que l'Iran nous apprend. L'Iran a été sous-estimé. Ils ont cru que l'Iran était isolé. L'Iran a tout doucement tissé des relations stratégiques. Si l'Iran s'était laissé embobiner par les mensonges des Américains, vous allez voir tout de suite que l'Iran serait dans une position de faiblesse. Mais au lieu de ça, l'Iran s'est organisé, l'Iran s'est préparé minutieusement sur tous les plans. D'abord, préparer l'opinion nationale sur l'éventualité d'une situation. Et dire qu'il y aura énormément de pertes en vies humaines, mais c'est pour la survie de la nation. Eux, c'est pas ce qu'ils ont fait. On est fort, on est riche, on est ceci. Eux, c'est le matériel. Pendant ce temps, l'Iran parle. Pourquoi on dit pour être Khomeini, c'est-à-dire le guide spirituel, il faut connaître et maîtriser le Coran pour que la sagesse divine te guide à préparer ton peuple aux défis qui arrivent. Pendant 40 ans, le guide suprême décédé a formé le peuple, a préparé le peuple, aussi bien les chrétiens que les musulmans, à l'éventualité que nous vivons aujourd'hui. Voilà pourquoi les Iraniens, contrairement à ces idiots qui croient que les Iraniens vont les suivre, les Iraniens, au contraire, font bloc derrière leur gouvernement et sont prêts à mourir si cela peut préserver l'Iran. Et aujourd'hui, et c'est ça qui nous fait défaut, ils nous ont vendu des sociétés de consommation. Dès qu'on n'est pas d'accord avec eux, ils ferment le robinet économique, la population va se réveiller tout de suite contre les dirigeants. Et l'Iran a compris que si nous voulons rentrer dans ce modèle de société de consommation, on va perdre. Quand ils vont fermer le robinet, la population va se révolter. Et ils n'ont pas vu que pendant ce petit temps, l'Iran préparait, pas pour une société de consommation, mais préparait son peuple à devenir martyr et mériter
la grâce de Dieu au paradis. Voilà ce qu'ils ne comprennent pas et ce qu'ils ne comprendront pas. Et voilà là où ils ne pourront pas battre l'Iran. Parce que tout le monde est prêt à mourir comme martyr pour mériter la grâce de Dieu. Eux, ils se battent pour le matériel, pour la société de consommation, le matériel, l'argent, l'opulence. L'Iran dit, tout ça c'est bien, mais auprès de Dieu, j'ai une place beaucoup meilleure que celle que vous voulez me proposer ici. Et c'est ce que le guide a enseigné à son peuple. C'est pourquoi cette résilience, vous la voyez. On ne vous parle pas souvent de ça, mais on vous parle des bombes. Mais les Iraniens savent que les bombes vont tomber. Ils savent que l'Amérique est une puissance militaire. Voilà pourquoi ils ont préparé le peuple à cette éventualité. Mais en même temps qu'ils préparent le peuple à cette éventualité, ils se préparent à causer des dommages sérieux à ce monde de consommation. En faisant quoi? En attaquant l'épine dorsale de l'économie américaine, c'est-à-dire les monarchies du Golfe, le pétrole. Puisque le dollar repose sur le pétrole, ou si le pétrole repose sur le dollar, prenez ce que vous voulez, et puis jetez ce que vous ne voulez pas. Donc, que le pétrole repose sur le dollar ou le dollar repose sur le pétrole, ça c'est la suprématie américaine. Vous attaquez ça, vous détruisez tout. Aujourd'hui, la monnaie chinoise est en train, c'est-à-dire les Américains, Trump, bête qu'il est, je vous ai dit qu'il est aussi bête qu'Emmanuel Macron. Voilà deux présidents idiots. Un est PD, un est pédophile. Les deux, en tout cas, Dieu sait ce qu'il va faire avec eux. Donc, je dis, de toute façon, Macron nous a aidés à devenir ce que nous sommes. L'idiot va permettre au monde de tirer profit. Aujourd'hui, toutes les monarchies qui doutaient un peu d'utiliser le yuan, qui est la monnaie chinoise, tout le monde commence à utiliser. Je crois que c'est l'analyse qu'ils ont faite aujourd'hui. Le dollar a perdu. C'est-à-dire, Trump a envoyé le dollar dans un... On dit quoi? Cataclysme, c'est ça? Le français est correct? Ça va? Ma chérie Christine, tu es là, non? C'est quoi? Un cataclysme, c'est bon? Bon, d'accord. Les petits Ivoiriens idiots, là, pas et tous, hein. Je parle des tortues ninja. Si c'est cataclysme, d'accord, allons-y. Donc, le dollar est en train de subir une chute vertigineuse. La suprématie du dollar, après cette guerre, c'est fini. La guerre de l'Ukraine, Ukraine-Russie, a accéléré les choses. Ce que Xi Jinping m'a dit à Poutine, il dit, mais les idiots ils ont accéléré, nous on pensait que c'était dans 10 ans, alors que c'est maintenant là en bas. Donc tout de suite, ils ont commencé à utiliser. Et maintenant, avec ce qui se passe en Iran, les gens savent que si l'Iran n'avait pas le soutien ni de la Russie ni de la Chine, l'Iran ne pourrait pas faire ce qu'elle a fait. Il ne faut pas se blaguer. Et Trump a eu le courage bête qu'il est de dire aux Américains, oui, Poutine est en train d'aider l'Iran. Alors, ok, merci beaucoup à toi, madame. Alors, comme un président, est-ce que les Américains trouvent anormal chez Trump, pendant que des Américains meurent, il est en train de faire des levées de fonds, parce que Trump est en train de craindre ce qu'on appelle élection mi-mandat, mi-terme, en novembre. Il veut maintenir la majorité au Sénat et au Congrès. Parce que s'il perd, les conséquences de la guerre vont pousser les démocrates qui vont venir en tête à lancer la procédure de destitution contre lui. Et tous les dossiers que les républicains ont fermés, les démocrates vont ouvrir tous les dossiers. Donc c'est pourquoi, non seulement ils jouent sa survie politique, mais ils jouent encore, c'est pas seulement politiquement, mais ça va aller au-delà de ça. Donc ça fait que Trump est un peu, ceux qui le fréquentent en tout cas disent qu'il est un peu instable en ce moment. Mais ce qui fait plus mal à Trump, c'est parce qu'il sait, il est convaincu que Benjamin Netanyahu n'est plus. Et moi, je suis convaincu qu'ils ont dit à tous les journalistes qui sont accrédités à entrer à la Maison-Blanche pour assister aux conférences de presse. Je suis sûr qu'ils ont appelé tous les, comment vous appelez ça, les rédacteurs,
ou bien les rédacteurs, ou bien quoi la même là, les responsables en tout cas, de dire aux journalistes qui vont envoyer de ne pas poser des questions sur Benjamin Netanyahu. Parce que ça m'étonne qu'aucune presse aux États-Unis n'a le courage de poser la question sur là où peut être Benjamin Netanyahu. Et je suis sûr que, parce qu'aux États-Unis, la manière dont on vous donne une accréditation, le lendemain pour vous retirer. Donc, alors, ça c'est un. Et puis deuxièmement, je vous ai dit que l'Iran avait énuméré des exigences aussi. Elle doit négocier un jour, mais pas une reddition, telle qu'ils veulent nous faire croire. Mais pour être honnête, il y a une petite image que, d'abord, je vais vous montrer ceci. Overnight, amid the ongoing war against Iran, the global price of oil skyrocketing, topping $100 a barrel, despite President Trump's promises of relief. Iran attacking the flow of Mideast oil, despite President Trump's promises of relief. Ça, c'est les Iran attacking the flow of Mideast oil. Ça, c'est... At least 6 ships targeted in the last... Quelqu'un a dit 5, c'est pas 5, hein, tu as compris? On dit 6. C'est pas 5, quelqu'un a dit 5, c'est pas 5. Overnight, amid the ongoing war against Iran, ça c'est l'Iran. Ça c'est un bateau qui brûle là. Topping $100 a barrel, despite President Trump's promises of relief. Iran attacking the flow of Mideast oil. At least 6 ships targeted in the last 24 hours. Okay, overnight, 2 tankers attacked off southern Iraq. Dramatic video circulating online showing one of them on fire. At least 1 crew member killed. Go, 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 go! This morning, the IRGC claiming to strike the Safe Sea Vishnu, seen here in videos circulating online. Nearby boats racing to the scene, dousing the carrier with water, throwing life preservers to those in the water, and in a man. This... Alors, ça, on va écouter ça aussi. Vous savez, cette guerre... Hello, it's your friend CJ Werleman. And today, we expose Israeli and American efforts to cover up their respective losses. Il y a une chose, bon, je vais faire la traduction en anglais, en français, pardon. Ne vous en faites pas, on fait la traduction en français. On va rapidement. Alors, vous savez, cette guerre, on n'avait pas besoin de cette guerre, pour être honnête avec vous. On aurait pu gérer tout ça. Regardez. Respective losses in their failing war against Iran. But first, please remember to like and subscribe to our show, while also turning on notifications so you never miss a single episode. Il y a des trucs que je vais vous montrer ici. No major conflict since the First World War has been subjected to more media censorship than the Zionist Crusader war against Iran. And the reason for this is simple. Israel and the United States are not only taking a savage beating, but also losing control of every domain in which this battle. Vous savez, contrairement à ce qu'on peut vous faire croire, beaucoup de gens ne sont pas pour cette guerre en Iran. Il y a un élément intéressant que je voudrais, avec l'aide de Dieu, partager avec vous. Il y a beaucoup de mensonges dans cette guerre. Ils prétendent tous les deux avoir affaibli l'Iran, avoir décapité l'Iran, avoir handicapé l'Iran. Mais alors, pourquoi l'Iran reste toujours... Et c'est la question qui surprend les Américains. Ils disent, mais vous avez dit tout ça, pourquoi l'Iran est encore... Donc, ce qui a mis Trump, malgré que les gens lui ont dit, il ne faut pas engager cette guerre, il a eu des informations selon la suprématie militaire américaine, et il s'est dit qu'aucun pays ne peut tenir devant la puissance de feu des États-Unis. Ça, c'est si tu vas, ça c'est si tu veux aller dans la même direction que les Américains. Si tu veux faire une guerre conventionnelle telle que les Américains l'attendent, oui, personne ne peut les battre. Mais ce qui est intéressant, c'est parce que l'Iran fait. L'Iran n'a pas développé de gros moyens, de gros porteurs. L'Iran a utilisé sa géographie, l'Iran a utilisé sa technologie et l'Iran s'est adapté. Et quand l'Iran frappe, ça fait mal. Et aujourd'hui, les derniers missiles que l'Iran largue, ce sont des Mach 15, c'est-à-dire 15 fois plus vite que le son. Oh, mais c'est ça, la lumière, c'est ça. Voilà. Donc,
l'Iran a développé ses missiles. Les missiles avec fragmentation. Donc, ce qu'il faut retenir. Alors, moi, je voudrais que les gens comprennent bien, ceux qui sont en train de laisser les messages sur YouTube, je n'arrive pas à voir pour le moment. Je vais répéter ce que j'ai dit et je remercie il y a quelqu'un qui a posté tout à l'heure un commentaire. Non, c'est sur Facebook, pardon. Parce que c'est sur Meta que j'ai vu ça. Regardez, faites beaucoup attention. Je n'ai jamais dit que c'est un communiqué du gouvernement malien. Faites beaucoup attention quand Keïta parle. J'ai dit c'est une information qui a été véhiculée sur les réseaux. Et comme le gouvernement n'a rien dit, je vais profiter en même temps pour en parler. Et je dis, je connais la stratégie des Américains. Ils font exprès, ils font ça croyant qu'ils vont attirer la sympathie du peuple, parce que c'est eux les Américains. Ils oublient qu'ils nous avaient exclus de leur système de visa. Ils avaient décidé de ne plus nous accorder le visa. Ils avaient décidé même de nous imposer 5 millions de francs CFA comme frais de visa. Et on a fait la réciprocité. Le Niger l'a fait, le Burkina l'a fait. Ils sont partis, ils sont revenus. Ils se sont installés en Côte d'Ivoire. Ils sont en train de travailler avec le gouvernement ivoirien. Ils sont en train de travailler avec le gouvernement du Nigeria, de Tinubu. Alors je dis, mais pourquoi ils ont besoin du Mali? Puisque nous sommes dans une confédération. Et l'espace du Mali fait partie de l'espace confédéral. En d'autres termes, si le Burkina les a chassés, le Niger les a chassés, il serait difficile que le Mali les accepte. Donc, si vous êtes tombé au milieu, je vous en prie, faites beaucoup attention, parce que j'ai longuement développé ça. Je l'ai développé pendant 30 ou 40 minutes. J'ai dit, avant de nous dire qu'il veut venir espionner à partir de chez nous pour voir les mouvements des groupes terroristes, qu'il demande à la France de ne plus financer le terrorisme. Parce que nos différents gouvernements ont toujours dit que le terrorisme est financé par des États. Et la France a toujours été pointée du doigt. J'ai dit que les Américains commencent d'abord à parler à la France pour que la France arrête de financer le terrorisme dans le Sahel. J'ai dit encore que le gouvernement américain négocie avec Zelensky pour dire au FBU, le renseignement le SBU, qui est le renseignement ukrainien, qu'ils arrêtent de former les terroristes au maniement des drones et de les envoyer dans le Sahel. J'ai dit donc, les Américains savent, s'ils peuvent régler avec Zelensky et la France, il n'y a plus de terroristes dans le Sahel. C'est ce que j'ai dit. Donc maintenant, si vous n'avez pas entendu et que vous voulez vous engager dans des discussions, il serait intéressant quand même, peut-être après le direct, d'essayer de réécouter tout ce que j'ai dit. Personne, le gouvernement malien n'a pas produit de communiqué. On dit c'est Reuters, qui est une agence de communication. Et que ce sont les Américains. Mais quel Américain? Ils n'ont même pas donné le nom de l'Américain. Ils n'ont même pas donné le nom de la structure. Parce que les Américains ont une structure en Afrique. C'est cette structure-là qui allait rencontrer Ouattara. Mais quand vous lisez le communiqué, le nom de la structure n'est pas donné. Mais c'est un communiqué qui est vague. C'est fait à dessein. C'est fait à dessein pour créer une fausse tension entre le Mali, le Burkina et le Niger. Puisque le Niger les a chassés, le Burkina les a chassés. Donc, ils veulent utiliser Reuters comme canal de communication. Mais ils pensent que les Africains sont tellement peut-être bêtes, on ne pourra pas réfléchir, décortiquer, savoir que c'est des bêtises qu'ils racontent. Et ils ont bien fait de prendre ce communiqué parce que nous avons donné notre position, nous en tant que peuple de l'AES, puisque nos présidents disent qu'ils travaillent selon l'agenda du peuple. Et les peuples ne veulent pas voir les Américains chez nous. Ils ont satellite, ça suffit. Voilà. Donc, si les satellites ne peuvent pas les aider, s'ils veulent venir ici, et puis ils vont venir avec leurs appareils, les bases de données ne sont pas stockées chez nous, ce qu'ils vont regarder, on n'a aucune idée, et puis c'est les bêtises qu'ils ont racontées. J'ai cette petite parenthèse, ils disent comme ils étaient là, mais attention, quand ils étaient à Memphis, j'ai dit Memphis, c'est pas Memphis, à Nephis je crois, quand ils étaient à Nephis, mais c'est pas l'armée régulière américaine qui était là-bas. Ils avaient recruté une armée privée qui était là-bas. Le nom, je crois que les soldats maliens sont tombés sur des téléphones, comment on appelle ça, satellitaires, hein, avec des informations. Ils ont fui pour laisser. Ils étaient à Nephis, ils n'étaient pas là-bas
de façon régulière. Ils étaient au Niger et du Niger, ils venaient espionner dans le nord du Mali. Donc, Assimi n'a jamais donné d'autorisation à l'armée américaine d'être présent chez nous ici. Ils sont en Côte d'Ivoire, on le sait, Tilibou les a invités. Ils sont en train de déployer une base au Nigeria, on est au courant. Mais nous, c'est l'espace confédéral. L'espace du Mali, c'est l'espace du Burkina, c'est l'espace du Niger. Donc, si le Niger les a chassés, le Burkina les a chassés, pourquoi le Mali va les recevoir? Voilà. Donc, c'est ce que nous avons dit. Mais on n'a jamais dit que c'est un communiqué du gouvernement malien. J'ai dit seulement que les Américains ne viennent jamais comme ça. Quand ils viennent, ils ont toujours une entrée. J'ai donné l'exemple de Maduro, comment elle a été trahie dans son entourage. J'ai donné l'exemple aussi du guide suprême iranien, comment il a été trahi dans son entourage. Les Américains viennent toujours avec des grosses enveloppes pour essayer, ils font le lobbying, corrompre quelqu'un pour qu'ils aient un accès. Je dis, je ne sais pas si c'est le cas, mais je dis au président Assimi Goïta de faire beaucoup attention, les Américains ne sont pas nos alliés. Parce qu'ils sont alliés à l'Ukraine et l'Ukraine a tué des soldats maliens. On ne peut pas oublier ça. S'ils sont aussi forts que ça, ils n'ont qu'à dire à la France d'arrêter de subventionner, renseigner, équiper et financer les terroristes dans le nord du Mali. La France le fait, l'Ukraine le fait, les Américains le savent. Ils n'ont pas besoin de notre permission pour faire ça. Ils n'ont qu'à les parler à la France, ils n'ont qu'à les parler à l'Ukraine. Le jour qu'ils vont avoir des résultats, peut-être on va commencer à réfléchir. C'est ce que j'ai dit, ça c'est ma position. Voilà. Bon, maintenant on ne dit pas que c'est un communiqué du gouvernement malien, donc faisons beaucoup attention. Voilà. Peu importe, quel que soit l'origine de Reuters, ça c'est pas un problème. C'est Reuters qui a été utilisé. Mais seulement, je dis que c'était lamentable parce que quand vous êtes un as de la communication comme moi, doué en communication politique, quand vous lisez tout de suite, il y a quelque chose qui cloche. Ce n'est pas correct. Voilà. Parce que quand vous faites une communication sur la stratégie militaire, attention, il y a des éléments qui ne peuvent pas ne pas être présents. Il y a des éléments qui obligatoirement doivent être là. Quand ces éléments ne sont pas dedans, c'est que c'est du faux. Alors comme c'est du faux, j'en ai profité en même temps pour dire au président, si jamais un jour ils veulent venir, voilà ce que nous on dit. On ne sait pas ce que vous allez décider. Donc il faut que ce soit bien clair quand on parle. Alors donc, maintenant, les Américains sont en train de négocier et Trump, malgré la grande gueule qu'il a fait, il n'a pas les moyens de sa politique. Et Trump a peur. Il a peur parce qu'il est face à une réalité, une dure réalité qu'il a du mal à accepter. Et Trump est quelqu'un qui n'aime pas perdre. C'est quelque chose que j'ai appris depuis les États-Unis en le regardant de près. Il n'aime pas perdre. Il aime avoir toujours l'avantage. Il veut toujours être au centre. Mais aujourd'hui, la réalité est telle que les Américains sont en train de payer un prix beaucoup plus élevé. Ils ont demandé à l'agence internationale de mettre sur le marché près de 400 millions, je répète, près de 400 millions de litres de pétrole brut sur le marché. Alors, voilà un pays qui tient l'économie du monde entre ses mains. Et vous attaquez ce pays, même pas sur une base honnête, même pas sur une base crédible, mais sur le mensonge et la manipulation. Et le nouveau guide dit, c'est notre moyen de pression. L'Iran, les experts ont dit que l'Iran jamais ne va, permettez-moi, je vais boire un peu, un petit coup, hein. Je vais boire un peu, d'ici là on va écouter ça un peu, permettez-moi, vous allez écouter ça rapidement, je vais juste boire un petit coup. Salut à tous, bienvenue sur Plume Pratique. Donald Trump panique alors que sa guerre illégale contre l'Iran est rendue bien au-delà de tout contrôle à ce stade-ci. Pendant que Donald Trump affirme que les États-Unis ont gagné la guerre et ont totalement décimé les capacités iraniennes, il continue d'insister sur le fait que le détroit d'Ormuz est sécuritaire et que les entreprises devraient aller de l'avant et l'utiliser parce que, selon lui, tout a été sauvé et la journée a été gagnée.
quelle démonstration de génie stratégique, à la sauce Mar-a-Lago, déclarer la victoire pendant que les navires se font frapper en direct. En réalité, navire après navire est touché par l'Iran et Donald Trump crée un faux sentiment de sécurité en leur disant d'y aller même pendant qu'ils se font frapper sans merci en ce moment même. La nuit dernière, il a été rapporté que le Bureau des opérations commerciales maritimes du Royaume-Uni avait documenté une attaque iranienne contre un autre porte-conteneur dans le golfe Persique, près des Émirats arabes unis, plus tôt hier. Il y avait déjà eu ces 3 navires qui avaient été touchés dans le détroit d'Ormuz, puis un dirigeant de la marine du corps, des gardiens de la révolution islamique, a clairement indiqué qu'un avertissement avait été donné de ne pas traverser, qu'une action avait été annoncée, et que, puisque aucune permission n'avait été accordée, la frappe était exécutée. Le détroit d'Ormuz est effectivement fermé en ce moment. Il est fermé en ce moment. Les prix du pétrole montent en flèche au large de l'Irak. Les transferts de navire à navire étaient en cours, impliquant un navire grec battant pavillon maltais. Ok, merci beaucoup. Alors, ici, on peut se poser la question, nous, Africains, qu'est-ce que nous, on a à voir dedans? On a beaucoup à avoir dedans, énormément à avoir dedans. Aussi, quand vous regardez ce qui se passe de leur côté, ils ont mis en place un système qui répond à leurs besoins. Et nous sommes intégrés dans ce système, nous sommes engloutis dans ce système, nous sommes enveloppés dans ce système, et nous ne sommes même pas en mesure, nous-mêmes, de dire, mais attendez, pourquoi, quand c'est chaud chez eux, nous là, on se cherche ici? La guerre de l'Iran, je vous ai dit, vous savez, Dieu ne descend jamais pour dire à quelqu'un, réveille-toi. Mais Dieu crée les opportunités, les situations pour que chaque personne regarde, anticipe, réfléchit, puis dit, non, moi je peux faire autrement, pourquoi c'est ça? Et c'est à cela que j'ai dit la dernière fois que je regrette que la Côte d'Ivoire soit restée à ce stade-là avec celui qui a la plus grande gueule au monde, en bannissant un faux diplôme qu'il a acheté, un papier qui ne vaut absolument rien, parce que s'il était aussi bon que ça, vous allez voir, attendez, je vais voir quelque chose, donne-moi une seconde, j'ai quelque chose qui m'intéresse. Ousmane Sonko. Oh là là, il y a Ousmane Sonko qui a fait, bon c'est bon, ça nous prend trop de temps, il y a Ousmane Sonko qui a fait une intervention brillante sur les opportunités. Je crois qu'il y a une journaliste de RFI qui lui a posé une question un peu mal élevée, mais je crois qu'ils ont répondu avec éloquence et avec sagesse. Mais en ce qui nous concerne, aujourd'hui, quand tu regardes le combat d'Ousmane Sonko, moi, je peux dire que on peut faire mieux que ça. En Afrique, on peut faire mieux que ça. Parce que ce qui se passe en Iran, ne regardons pas seulement que c'est une guerre entre l'Iran, les États-Unis et Israël. Mais quelles leçons nous tirons de cette situation? Et puis, croire que ce qui se passe là-bas, mais attention, c'est au niveau de la corne, hein, entre l'Égypte, là, je vous ai montré la carte, je crois, avant-hier. D'accord? Quand vous regardez, là, un peu, hein, l'Afrique, je crois, Australie, quelque part là-bas, là, vous regardez, Yémen, tout ça, on est un peu, Éthiopie, hein, Égypte, Éthiopie, Yémen, tout ça, donc, on n'est pas à chose, mais alors, nous, on est de l'autre côté. Ça se passe de l'autre côté de l'Afrique, mais nous, on est de l'autre côté, le côté, comme on appelle, occidental, Afrique de l'Ouest, pardon. Hein? Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ou qu'est-ce qu'on doit faire? C'est là où il faut respecter le génie du président Ibrahim Traoré. C'est là qu'il faut respecter, parce que si nous ne comprenons pas que nous pouvons tout produire, si nous ne comprenons pas que
Parce que quand vous réfléchissez avec les... Ouh là là. Bon, je vais dire quand même. Je voulais pas utiliser l'expression, mais je vais le faire quand même. Alors, quand vous réfléchissez, vous raisonnez avec la mentalité du petit blanc, parce que vous avez appris ça sur les bancs à l'école, et vous n'êtes pas en mesure de dire, bon, mais d'accord, ça j'ai appris. Mais qu'est-ce que je peux faire mieux? Comment je peux modifier? Comment je peux... Parce que le problème de l'Afrique, c'est à ce niveau. Le Japon a dépassé ça. Les Coréens ont dépassé ça. Les Chinois ont dépassé ça. Dites-moi aujourd'hui, quel peuple, quel continent, il n'y a pas eu ce qu'on appelle l'interaction culturelle? Montrez-moi un seul continent au monde, ça n'existe pas. Il y a eu l'interaction culturelle partout dans le monde. Nous sommes les seuls à n'avoir pas tiré leçon de cette interaction culturelle. Et on a laissé les idiots nous dire que notre culture c'est la barbarie, c'est la sauvagerie, et nous apporte la civilisation. Je m'en fous que ce soit ça. Et puis quoi? Parce que j'ai porté ça, je dois être comme le blanc? Non. Je le porte parce que j'aime bien. J'ai acheté des basins. Un seul de mes basins peut me donner peut-être 3 ou 400. Oui, je le dis, Dieu seul est témoin. Et les gens, ils sont vivants. Vous allez prendre un basin à 300 000, je vous en prie. C'est pas un. Moi, chaque année, pour la fête, je prends toujours 2. Toujours 2. Et Dieu seul sait, ça fait combien quand je prends les 2. Et c'est pas pour moi-même, pour Gaussou. Donc, pour vous dire quoi? Pour vous dire simplement, on n'est pas obligé d'accepter ça. Quand on dit on n'est pas obligé d'accepter, on ne dit pas de prendre machette pour casser demain. Non, on s'assoit, on réfléchit. Comment on peut changer? Comment on peut... Et c'est là que vous admirez les Burkinabés, le peuple intègre et digne. Ils sont en train de créer un système de pavés qui n'a pas été copié chez le blanc, mais qui a été adapté au Burkina. Un système de construction de goudron qui n'a pas été chose, ça a été adapté au Burkina. Et je ne sais pas, après le Burkina, peut-être que les autres pays de l'AES vont le faire, mais même en Côte d'Ivoire, ces genres de goudron n'existent pas. C'est aux États-Unis seulement, j'ai vu ça. 6 fois 2 voies, 12 voies. Ouattara sa grande gueule, excusez-moi les Ivoiriens, mais je ne crois pas qu'il ait fait ça. 6 fois 2 fois, 6 fois aller, 6 fois retour, 12 voies. C'est énorme. Mais c'est au Burkina qu'on voit ça. Mais attention, hein, il n'y a pas une entreprise qui est quittée chez eux là-bas pour venir dire on fait ça à 1000 milliards. Mais pour faire votre tramway là, en Côte d'Ivoire, c'est combien? 1000 milliards. Il faut qu'on arrête ça. Et la guerre en Iran devrait être l'éveil de cette prise de conscience. Produire, transformer et consommer. Devenir autosuffisant. Quand ils vont faire leur petit malin entre eux là-bas, ils vont fermer leur banque entre eux là-bas, ils vont s'entretuer. Nous, en Afrique, on produit, on transforme, on mange, on n'a pas de problème. Parce qu'après, ils vont venir acheter chez nous. Après, ils vont venir prendre chez nous. Et c'est à cela que l'AES veut arriver. Mais malheureusement, vous avez des idiots qui ne savent pas voir plus loin que le bout de leur nez sale et nous attaquent. Attaquez-nous, c'est pas grave. Demain, vous allez venir chercher travail chez nous ici. Cette guerre en Iran, l'Amérique ne la gagnera pas. Je plaignais, il y a des images quand je voyais au Liban, même en ce moment, Israël a déployé ses muscles au Liban. Ils ont fait entrer des chars au Liban, je crois hier ou avant-hier, contre le Hezbollah. La Palestine, depuis 2 ans, la Palestine a été détruite. Mais aujourd'hui, regardez Tel Aviv, regardez Jérusalem. Mais quand vous regardez, vous êtes malade.
Je sais pas, il y a des images que je voulais pas, pour être honnête avec vous, il y a des images qui sont pas jolies à présenter. Parce que quand vous regardez ça, ces images de Tel Aviv, vous posez la question, est-ce que c'est réellement d'Israël? Vous posez la question, est-ce que c'est réellement Israël? C'est la question. Est-ce que réellement c'est Israël? Est-ce que réellement c'est Jérusalem? C'est la question que vous posez. Est-ce que réellement nous sommes en Israël? Mais effectivement, nous sommes en Israël. Et ces images-là n'ont aucune différence avec ce que ils ont fait subir aux Libanais et aux Palestiniens. Je vous jure que Israël, c'est pas joli. Mais ce n'est pas tout. L'ultimatum de 48 heures qui avait été donné est arrivé à expiration. Et les avions ravitailleurs américains, 5 sur le tarmac, c'est pas à Dubaï, c'est en Arabie Saoudite. Je crois que les Américains ont au total 13, si je ne me trompe pas, c'est ce que j'ai entendu, ils ont à peu près 13. En Arabie Saoudite, ils ont frappé. Ils ont frappé les avions. Sur les 13, il y a 5 qui ont été endommagés, sérieusement endommagés. Mais, comme je vous l'ai dit, je le répète, en temps de guerre, si vous permettez de lister les pertes que vous subissez, il y a, si vous permettez à énumérer vos pertes, vous allez, le peuple qui doit être votre soutien, le peuple tout de suite rentre dans la panique et la dépression. Il y a des informations, c'est pourquoi en temps de guerre, on parle d'informations classifiées. Parce qu'il y a des informations, moi, je me suis toujours posé la question, mais qu'est-ce qu'une information classifiée? Vous voyez toujours, hein, vous entendez information classifiée, secret défense, classifié, secret défense. Et en même temps, j'ai regardé jusqu'à, j'ai dit, bon, j'ai fait des études, j'ai fait des recherches. Et ce qui m'a permis même de comprendre aisément, c'était avec Epstein, les 3 millions de documents qui ont été déclassifiés. Et quand je regarde, ce sont des vidéos, ce sont les rencontres que Trump a eues avec les petites filles, enfin. Il y a des choses que je peux pas dire ici qui sont, c'était pas joli, c'était, c'est pas joli. J'ai dit, ah, mais où est-ce qui était classifié, Nidal? Et où est-ce qui était classifié? Mais en fait, c'est parce qu'il y a des informations qui sont très sensibles, qui peuvent créer tout de suite une situation dont les gens jugent tout de suite que c'est classifié. On ne veut pas que vous soyez au courant. Mais alors, revenons sur ce que Israël vit. C'est pas joli. C'est pas beau. C'est pas joli. C'est inquiétant. Je me pose la question à la fin, est-ce que Jérusalem et Tel Aviv ne seront pas effacés de la carte israélienne? Une chose est certaine, qui commande aujourd'hui en Israël pour dire d'arrêter? C'est une question à laquelle chacun de nous devrait répondre. Qui commande aujourd'hui? Les gens sont concentrés sur le guide suprême qui n'a jamais fait de parution publique. C'est ce que les gens disent. Et ils disent, au moins, on a vu Benjamin Netanyahu, mais you gotta be killing me, right? You gotta be killing me. Benjamin Netanyahu, c'est intelligence artificielle. Sinon, si Benjamin Netanyahu, s'il était vraiment vivant, tel qu'il a la grande gueule, on allait le voir, j'ai appelé Trump, on a dit ça. On allait le voir dans les hôpitaux militaires rendre visite aux soldats blessés. Parce qu'il y en a eu des soldats tués et blessés. On allait le voir dans les hôpitaux rendre visite aux Israéliens civils blessés ou tués. On ne le voit nulle part. On nous envoie une image et dès que l'image disparaît, il disparaît. Si c'est pas intelligence artificielle, moi je veux qu'on m'explique. Donc le monsieur que vous avez entendu tout à l'heure, là, il a dit, son corps a été photographié.
son avion a atterri en Allemagne. Et selon les renseignements, il est mort. Parce que pourquoi Trump ne parle pas de lui? Et pourquoi on ne pose pas des questions sur lui? Pourquoi après cette soi-disant apparition, on ne l'a plus revu? Il aurait pu continuer à parler, non? Moi, je peux sortir demain toute la journée vous parler parce que par la grâce de Dieu, je suis vivant, bien portant. Mais lui, il est chef d'État. Moi, je ne suis pas chef d'État. Il est le premier ministre, c'est lui qui tient l'arme nucléaire. C'est pourquoi Israël, beaucoup de gens disent qu'Israël va utiliser mais Israël ne pourra pas utiliser l'arme nucléaire parce que c'est le fingerprint. Ah, comment on dit ça en bon français? Empreinte digitale, c'est ça, non? Fingerprint. Voilà. C'est son fingerprint et puis c'est ce qu'on appelle les yeux. Il y a des étapes de sécurité. Donc, il a tout ça, il a le code, il y a l'empreinte digitale, il y a ce qu'on appelle la reconnaissance faciale, il y a tout ça autre. Pour qu'on puisse lancer ça. Mais est-ce que qui peut lancer ça? Celui qui va lancer va rendre compte. Donc la seule personne qui était capable de lancer une frappe atomique ou nucléaire, c'était Benjamin Netanyahu. S'il est déjà mort, enfin, nous prions qu'il soit mort, et je prie qu'il soit mort. Subhanallah, pourquoi? Parce que c'est un démon, c'est un diable, c'est un assassin, c'est un criminel. S'il est mort, les anges seront en train de danser là-bas. Parce qu'il y a quelqu'un comme lui qui est mort. Le monde n'a pas besoin des gens comme Benjamin Netanyahu. Le monde n'a pas besoin des gens comme Donald Trump. Ce sont des criminels qui doivent être tous envoyés, pas au repos éternel, en enfer, pour toujours. Mais l'Iran a éveillé la conscience de tous les pays qui pensent qu'ils sont faibles. Personne n'est faible. On décide d'être faible et on assume. On ne se plaint pas après. J'aime prendre les exemples simples que tout le monde comprend. Quand tu vois passer la goëlle dans sa grosse voiture bien jolie, peut-être que le coup d'elle a jeté là, c'est toi et la vie. Mais toi, tu te sous-estimes. Tu dis, si je vais là, je fais quoi? Mon frère, il faut faire comme Keïta. Celle a dit, non, là, tu vas pas mourir demain matin. Tu vas manger ton placard, ton antique, et puis tu avances. Tu vas et puis tu dis ce que tu penses. Tu n'as pas peur, pourquoi? Tu es garçon, tu n'es pas garçon. Tu vas, tu parles. Si c'est pas, c'est quelqu'un d'autre. Mais tu ne sais même pas si elle va accepter. Maintenant, tu regardes derrière tes complexes, tu as peur d'elle. Mais parce que, en Afrique ici, là, les femmes, elles ont peur d'aller dire, elles sont pas beaucoup, hein. Elles sont pas beaucoup, hein. Elles sont pas beaucoup. Sinon, il y en a qui vont vous dire ce qu'elles pensent de vous. Mais maintenant, toi, tu as peur d'aller lui dire ce que tu penses. Mais tu es lâche. Et que je suis pas lâche. Et tu n'es pas lâche. Comment tu regardes l'enfant de quelqu'un, et puis toi-même tu es enfant de quelqu'un, et puis tu as peur de dire à quelqu'un qui n'est pas ton papa, ta maman, qui n'est pas ton Dieu, tu as peur, pourquoi? Tu es fou bien quoi? Ou bien tu es né comment? Ah, Keita, tu parles mal, je t'ai loupé. Comme un garçon peut avoir peur de regarder, ah non, la voiture est conduite là, elle t'a dit quand elle finit là, elle va dormir là. Quand elle lave pas sa bouche, il faut lui parler matin, tu vas voir l'odeur qui a sorti dedans. Alors tu as peur de quoi? Va parler mon ami, et puis tu arrêtes de nous embrouiller ici là. Va parler. Ah, je sais pas, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a peur d'une... Ah, attends, qui a vu femme ici et puis la peur? Parce qu'on dirait qu'il y a... on dirait qu'il y a quelqu'un qui est en train de... Il y a que... Ah, il faut être garçon, non? Aïe. Donc, ils nous ont fait croire qu'ils sont mieux que nous. Mais nous, on n'a pas accepté. Nous, on dit non. Nous, on est Oudi. Dans le Sahel, là. Nous, on est Oudi de Babolo, là. Nous, on dit non. Où Gbagbo a échoué là. Nous, dans le Sahel, on n'a pas échoué là-bas. Maintenant, là, ils n'ont qu'à avoir bouche pour parler. Vous avez vu? C'est-à-dire, ils font la grande gueule, mais regardez l'Iran, je vous en prie. Pourquoi l'Union européenne a fermé sa sale gueule? Et j'allais oublier. Pourtant, je voulais faire de ceux-là, aujourd'hui, nous boucher leur affaire des bazous. C'est pas grave. Prochainement, je viens contre vous, Union européenne. Donc, vous voyez. Alors, oh, bon, voilà, ça, je vais vous faire écouter rapidement et puis on va avancer. Just changed. Not on a battlefield. Not with a missile strike or a tanker attack or a press conference from a Pentagon podium. It changed with a single sentence from a senior Iranian official to CNN on Friday. The sentence was this: Iran is considering allowing oil tankers to pass through the Strait of Hormuz on one condition. The oil must be paid for in Chinese yuan, not dollars. Alors, donc, vous voyez. Read that again slowly. Je vais pas continuer avec ça comme ça. Alors, l'Iran, pas seulement l'Iran, l'Amérique
c'est tirer une balle dans les pieds. Aujourd'hui, tous ceux qui avaient peur de leur politique, pour ne pas que... Quand je dis peur de leur politique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous voulez appliquer une politique, Washington n'est pas d'accord avec vous, Washington ferme le robinet, puisque vous êtes obligé de passer par le dollar. Et c'est ça qui est intéressant dans toute cette affaire. Depuis cette affaire d'Ukraine, vous ne voyez pas la dynamique que Dieu est en train de mettre en place. C'est-à-dire, Dieu est en train de nous faire sortir dans une domination, mais on ne voit pas. On est toujours dans des spéculations, on dit des trucs bêtes. Dieu nous montre, regardez l'Ukraine. L'Ukraine était la première étape pour briser les chaînes de la captivité du dollar, l'Ukraine. Maintenant, Iran. Est-ce qu'on est obligé d'acheter désormais en dollars? Non, c'est pourquoi nous allons encourager nos présidents à sortir du franc CFA. Le franc CFA est une monnaie de malédiction. Dieu merci. Ça va, ça, j'ai terminé. Avant-hier, vous pouvez le voir, j'avais eu un petit truc là, aux États-Unis, et ça c'était bien avant que je commence mes produits là. Je suis allé, les Américains, le gars, le dentiste, il était balèze, gros gaillard comme ça. Et il pensait que je suis poulet des Blancs. Ils ont fait leur injection pour enlever dedans là. Et subhanallah. Le gars, il est en train de dire, please, man, slowly. Il a pris l'argent. Il dit, Joe, et puis il dit, toi tu es africain, il dit africain. Il dit, ah, je comprends. Il dit, ah, ça veut dire quoi? Il dit, les Africains, tu n'es pas né ici. Il dit, non, je suis pas né ici. Ah, je comprends. C'est pourquoi je dis, nous les Africains, là, Dieu nous a fait une faveur. Tu sais, moi, devant moi, le gars, il vient et puis il fait même injection. Les gens qui sont nés aux États-Unis, il prend sa pèse, puis il enlève. Pap, on dirait un petit jeu. Mais je vous jure, au nom de Dieu, il a lutté sur moi comme ça. Il a été incapable. Il dit, c'est bon. Il m'a restitué mon argent. Donc, arrivé ici souvent, je suis allé voir un dentiste qui a fait, mais qui a mal fait. Donc, je crois, ça fait 3 ou 4 jours, ça m'a tellement secoué, là, un peu, ça m'avait beaucoup secoué, donc j'ai pas pu sortir. Pourquoi je parle de ça? Vous savez, la vie que nous menons, c'est une succession d'événements. Mais chaque événement, il y a ce qu'on appelle l'écosystème qui entoure chaque événement. C'est-à-dire les événements, comment on appelle ça, l'environnement circonstanciel. Et quand on tient compte de ça, il y a beaucoup de facteurs qu'on arrive à comprendre. Nous avons cette faveur et cette grâce en tant qu'Africains. On n'est pas comme les autres. Si on ne comprend pas ça, parce que moi, enlever la dent d'un Américain, c'est facile. Mais moi, Africain, ils ont été incapables d'enlever ma dent. Je ne sais pas. Mais depuis il a échoué, j'ai dit, c'est bon. Le jour où je vais dans l'Afrique, je vais gérer ça. Donc, ça veut dire que Dieu nous a créés, je peux le dire, ça risque de me tromper, avec beaucoup plus de substance, avec beaucoup plus de force. C'est-à-dire que c'est comme si nous, on est la copie, l'original, eux là, non, ça fout là. Nous, on est l'original, eux, ils sont la copie. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est pourquoi j'ai parlé de maintenant. Nous, Africains, nous sommes l'original de la création de Dieu. Les autres là, ils sont la copie de ce que Dieu a créé comme originalité chez nous. Maintenant, si Africains, on n'a pas compris ça là, Dieu ne va pas descendre sur la terre pour nous dire que nous là, il nous a créés, nous sommes la source originale de toutes choses. Nous sommes l'originalité de ce qu'il a créé comme race humaine. Alors, si nous sommes, écoutez très bien ce que je dis, cette conclusion-là, ceux qui ont parti, ils vont tout perdre. Parce que c'est ça, moi, j'adore mon Dieu. C'est à la fin qu'il donne les bonnes choses. Nous qui sommes l'originalité de la création de Dieu, les autres sont venus nous dire que nous sommes des abrutis. Ils vont nous apporter quoi? La civilisation. Ils vont nous apporter quoi? L'éducation. Ils arrivent même à dire que le langage, c'est-à-dire le langage vernaculaire, le son que vous entendez, qui sort quand j'ouvre la bouche, je la ferme,
avec les manipulations de la langue, ils sont arrivés à dire même que ce qui sort de notre bouche n'est pas joli à entendre, que c'est sauvage. Ils sont même arrivés à dire que si on ne porte pas ça là, on n'est pas comme eux. Il n'y a mon côté d'un cadet, petit blanc saleté de merde que tu es. Je te connais, j'ai été chez toi, j'ai vu comment tu es sale, comment ta bouche sent. Et puis nos sœurs là, elles disent, blanc même, tu dis, blanc aime ta bouche, il faut nous parler de sa bouche qui sent. Blanc, hein? Le petit nègre, peut-être même, s'il fume pas tabac, ou bien il fume pas cigarette, ou boit pas de drogue, ou des conneries comme ça, le petit noir se lève, sa bouche sent propre. Mais subhanallah, il y a beaucoup de... Si c'est réveil, tu le vois, tu as envie de tomber malade. Nous, on est l'originalité de la création de Dieu. Je le dis à qui veut l'entendre. Rejeter, c'est votre problème. On ne peut pas les... Attention, moi, je ne dis pas qu'on est supérieur à quelqu'un. Hein. J'utilise bien le langage, s'il vous plaît. J'aurais pu parler de supériorité ici. J'ai dit on est l'original. Je ne dis pas qu'on est supérieur, je dis on est l'original. C'est à partir de l'original que les copies sont faites. Attendez. Prends ton truc et puis il faut aller. Merci. Et il faut aller choses. Comment vous dites ça même? Prends une feuille. Oublie Keita. Prends une feuille et puis va dans la photocopieuse. Hein? Prends ta feuille ou ton livre. Mets sur la photocopieuse et puis tu tires. C'est pas copie qui sort. Hein? Même si c'est copie de copie là. Mais toi, tu as la première copie là, c'est qui est l'original. Ça paraît que l'autre copie est sortie. Mais c'est la même chose. C'est la machine photocopieuse là qui, c'est une photocopieuse de là-bas. Nous, on est l'original. C'est nous l'original qu'on a déposé sur la machine. Et puis eux, ils sont, et puis les idiots, qui me provoquent ici avec appel là. Maintenant, écoutez bien. Maintenant, la copie dit qu'elle a plus de valeur que l'original. Et Allah, subhanallah. Vous voulez que je réponde à ça? Je peux pas. L'origine, la copie me dit qu'elle a plus de valeur que moi. Comment je peux accepter ça? Et je remercie Dieu, Dieu seul est témoin. Au nom de Dieu, les petits blancs américains, souvent ils me disent Keita, il y a too much. Quand l'Américain dit que tu es too much, ça veut dire que tu es trop pour lui. Parce que s'il y a une chose que je n'ai jamais acceptée de ma vie, c'est de me rabaisser devant celui qui n'en vaut pas la peine. Par courtoisie, par humilité, je peux me rabaisser, mais pas devant des idiots comme eux. Ils n'acceptent pas ça. On ne dit pas de faire la guerre à quelqu'un. Reconnaissez votre valeur, ce n'est pas faire la guerre à quelqu'un. Reconnaissez votre place, ce n'est pas... Parce que l'Iran nous enseigne quelque chose que le blanc a pris des centaines d'années pour mettre dans notre tête à travers l'esclavage, la traite négrière, la colonisation. Et l'Iran nous dit tout ça là, c'est bullshit. Levez-vous et revendiquez votre liberté. Merci à l'AES. Ivoirien, bon ben, on vous souhaite bonne chance, parce que le vieux là, il pense que c'est dynastie. Mais il n'a qu'à transformer la Côte d'Ivoire pour faire royaume, au moins, si on peut dire, ah, c'est transmission de père en fils. Démocratie, ça existe encore. I don't know, mais... Donc, alors, ça, j'ai fait exprès, j'aurais dû vous présenter ça depuis longtemps, bon, c'est pas grave, je vais juste vous présenter. Ouais. Ça, c'est la belle ivoirienne nouvelle formule. Je vous avais dit, je crois que les gens ont commencé, c'est aujourd'hui que j'ai commencé à donner la belle ivoirienne, c'est deux versions. Version curative et puis version préventive. Et ça, c'est la version curative. Wow. Bon, ça c'est, il y a un deuxième qui n'est pas ici, que je vais vous montrer prochainement. Ça c'est, il y a au moins 5 à 6 différents produits dedans. C'est la belle ivoirienne qui est là, qui va désormais servir de point de départ à tous nos produits. Ça, c'est la belle ivoirienne. Maintenant, ça, ce produit-là, je ne le vends pas, mais les gens me posent trop de questions là-dessus. Ça c'est pour aider, à bien manger. Tu ne seras jamais obèse. Tu ne seras jamais gros. Parce que il contrôle tout. Et il te permet surtout de dormir comme un nouveau-né. Et tu te réveilles, les courbatures, je sais pas comment vous appelez, les courbatures, insomnie, et puis il y a une chose, migraine, c'est ça, migraine.
Ça, lui se prend uniquement avec du lait, le lait liquide. Voilà. Je veux pas le vendre, mais les gens me fatiguent trop avec. Donc finalement, je suis en train de réfléchir comment je vais l'introduire dans la belle ivoirienne nouvelle formule. Évidemment que c'est pas comme ça que je vends. Ça, ce sont des trucs que j'ai achetés pour vous présenter. Il y a les emballages sont totalement différents de ceci. J'ai pas encore fini parce qu'il y a 2 ou 3 autres produits qui vont accompagner la belle ivoirienne. Donc, par la grâce de Dieu, je vais développer ça avec vous. Évidemment, les hommes qui passent la nuit à dormir, et puis madame s'énerve là. Allah, où ça est? Non, ça c'est pour la tour. Ouais, ça c'est pour la tour. Ça, voilà, ça c'est le TTP 40. Voilà, c'est ici. Les hommes, mais ce n'est plus comme ça. J'ai changé un peu parce que les gens sont en train d'imiter même mes emballages. Donc, j'ai changé les emballages. Ce sera plus comme ça. Hein? Les derniers gars ont reçu ça. Voilà, j'ai acheté de nouveaux emballages plus jolis que ça. Parce que moi, quand tu fais comme moi, je mets la barre plus haute. Parce que moi, je ne lésine pas sur les moyens pour rendre mes clients satisfaits. Donc ça là, là les hommes, madame, je plains ton sort. Madame, je plains tes nuits. Là, ça c'est un bon nom, non? Madame, je plains tes nuits. Ça, c'est un bon nom. Hein? En tout cas, on va développer ça demain, Inch'Allah. Enfin, on est déjà de dimanche. Donc, vraiment, c'était un réel plaisir pour moi d'être pour être avec vous. J'ai été honnêtement heureux de partager ce moment. Et j'ai, on m'a dit Keita, je dirais pas le nom de la personne parce que faut plus dire ça là. Oh, d'accord. Alors, mesdames, il n'y a pas de problème. On garde le contact. Et puis, je pense, YouTube, il n'y a pas de son. Oh là là. Donc, peut-être que c'est, oh là là. Merci, il n'y a pas de quoi. À très bientôt, Inch'Allah. Merci infiniment.